Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui, je viens de vous présenter le Bergmann MP18 de chez Snowwolf. C'est pas un MP18, c'est un MP28, hein, je te l'apprends. Pardon? Ouais, le MP18, il a un chargeur escargot, alors que pas le MP28. Blow away their armor. So moving on to the final 2 points. These ones can be tricky as well because... Tu crois vraiment que j'achète des répliques sans savoir ce que c'est? Genre j'achète à l'aveugle? Jeune effronté, va assis-toi et apprends. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier tout particulièrement Sweet Airsoft, partenaire de cette vidéo, sans qui ce n'aurait tout simplement pas été possible. Je vous invite à découvrir leur site web, c'est également là où vous pourrez retrouver ce bébé, en version upgradée TNT Studio de préférence s'il vous plaît. Aujourd'hui donc, nous allons découvrir la présentation du MP18. Non, pas celui-là. Qui c'est qui s'occupait du montage? Rémi, t'es viré! Bon, une fois n'est pas coutume, je vais lui donner un petit nom. Je vais l'appeler Patrick. Pourquoi? Parce que je l'ai reçu le 17 mars, jour de la Saint-Patrick, et aussi premier jour de confinement en France. Voilà, rien que pour ça, cette vidéo va être démonétisée, je le sens. Bon, du coup, je préviens dès maintenant, comme il m'est impossible de pouvoir sortir de manière régulière, pour le test de tir, il faudra attendre la fin de cette période un petit peu trouble. Donc cette vidéo sera en deux parties, par conséquent, la première, je vous la présente ici pour présenter la réplique, et la deuxième sera le test de tir en extérieur avec chronique. Bref, nous allons d'abord commencer par un petit historique de l'arme originale. Le pistolet mitrailleur modèle M1918 ou MP18-1 fut développé par Hugo Schmeisser en 1916 pour répondre à la demande de l'armée impériale allemande qui avait besoin d'une arme compacte avec une cadence élevée pour combattre dans les tranchées. Hugo Schmeisser, qui travaillait comme son père à l'usine de Theodor Bergmann, a donc produit une arme automatique simple et efficace qui utilisait la munition standard du Luger P08. Ainsi donc, les premiers prototypes étaient dotés d'un chargeur 20 coups double colonne, donc plus petit que celui-là, mais l'armée voulait que les chargeurs de P08 soient absolument utilisés, donc les chargeurs TM08. Ce chargeur étrange était finalement le plus gros inconvénient de cette arme. Vu qu'il fallait un outil spécifique pour pouvoir le charger, il était difficile à manipuler, encore plus à transporter, et cerise sur le gâteau, il n'était en plus pas très fiable. Dans tous les cas... Corona. Dans tous les cas, au moins 30 000 exemplaires du MP18 ont été fabriqués jusqu'en 1918 et environ 10 000 ont pu rejoindre le front. Après la fin de la guerre, Schmeisser a tenu à retravailler cette arme pour qu'elle puisse enfin avoir un chargeur droit. Mais elles ne furent que peu utilisées par la police de la République de Weimar. A noter que le pistolet mitrailleur MP18 était le tout premier pistolet mitrailleur de sa catégorie qui donnera ensuite tout plein d'évolutions, qui était donc précurseur à l'époque. Le vrai MP18 fonctionne grâce à une culasse ouverte, donc il se bloquera en arrière pour pouvoir après tirer. Nous aurons un axe ici qui permettra de faire pivoter l'ensemble. Donc j'imagine que c'est cette partie-là qu'il va falloir déverrouiller pour pouvoir débloquer l'ensemble et faire pivoter sur cet axe. Système qui, je pense, a pu inspirer le système de démontage de la PPSH 41 quelques années plus tard. Et les organes de visée sont standards, fixes à l'avant et flip-up à l'arrière, avec une hausse basculante entre 100 et 200 mètres, tout en sachant que la portée pratique de cette arme était entre 50 et 100 mètres. Je comprends pas trop pourquoi viser 200 mètres avec ça. La version 1920 perdra un petit peu de poids pour passer de 5,3 à 4,9 kg une fois chargé. À vide, le pistolet mitrailleur reste à 4,2 kg. Le chargeur, bon ici c'est un Airsoft, développé par Hugo Schmeisser, fut breveté pour ensuite être réutilisé sur le MP28, mais cette fois au sein de l'entreprise ANL. D'ailleurs, fun fact, vous saviez que Hugo Schmeisser, qui a travaillé sur le MP43 et le STG44, eh bien il était fait déporter après la fin de la guerre en 1945. Sauf que, en fait, il était repris par les soviétiques et il a travaillé sur la K47. Vous saviez pas? Bah maintenant oui. Et pour finir, à savoir qu'une MP18 originale se vend
entre 15 et 25 000 $. En état de tir, en neutralisé, en fait j'en sais rien, j'ai jamais vu d'annonce. Passons maintenant à la réplique développée par Snowwolf. Encore une fois, Snowwolf m'impressionne. Après avoir développé le Beretta M938A, ils partent là aussi sur une toute nouvelle création pour nous sortir une MP18-1. Il n'y a rien connu de là-dedans, tout est fait spécifiquement pour cette réplique. Là je parle uniquement de l'externe, évidemment, l'interne ça reste standard. J'avais déjà vu quelques customs réalisés à partir d'une Sten. Bon, je sais pas trop si c'était du MP18 ou du MP28, mais c'était difficilement utilisable en reconstitution. Ici, ça l'est utilisable en reconstitution. Hélas, pas première guerre, on y reviendra après. À l'heure où je tourne cette vidéo, ce bébé est en train d'être fabriqué à des centaines d'exemplaires, j'espère même milliers, hein, tant qu'à faire. J'ai ici une des toutes premières éditions qui a été fabriquée. Quel honneur, vraiment. Mais on va d'abord commencer par le prix. Le prix de la réplique standard est de 315 $ à peu près, sans frais de port, sans frais de douane. Après, il existe la version upgradée TNT Studio, proposée par Sweet Airsoft. Cette version même que je vous présente actuellement, et cette version est à 399 $. Alors, qu'y a-t-il dans la version upgradée en plus par rapport à la version normale? Vous allez forcément me le demander. Bon allez, vu que je suis bon prince, je vais vous le dire. Canon de précision, bloc hop-up amélioré, piston, tête de piston. Voilà. C'est déjà pas mal, hein, non? Honnêtement, bon, vous verrez ça dans la deuxième vidéo, je ne peux que vous conseiller de prendre les versions upgradées avec l'interne ajusté, surtout qu'en plus vous pouvez choisir la puissance que vous voulez. Pour ça, il suffit d'envoyer un petit mail à Sweet Airsoft au moment de votre commande. Mais avec tous ces éléments corrigés, vous pourrez avoir une portée d'environ 50 mètres à 330 fps. Mais pour ça, il vous faudra utiliser de la 0,28 g minimum, puisque avec ce nouveau hop-up, la 0,25, eh ben c'est trop léger, donc ça part vers le ciel. Bah ouais, TNT, c'est de la dynamite pour que les répliques tirent plus loin. Le ressort d'origine n'a pas été changé, puisqu'il n'y a pas d'intérêt, moi je voulais une puissance à 330 fps. D'ailleurs, il existera une version de cette réplique disponible pour nos amis japonais qui tapera donc à 290 fps. Donc c'est en dessous des 300 fps réglementaires, c'est très bien. Mais là, ce sera pas sur Sweet Airsoft, il va falloir chercher par vous-même pour trouver la boutique qui le vend. Bon, on va direct s'attaquer au gros défaut qui m'embête sur cette réplique et qu'il a fallu que je me décarcasse pour pouvoir trouver comment corriger le problème. Ça, c'était avant. Ça, c'est maintenant. Le passage de sangle ici était situé là à l'origine. Comment le démonter? Eh ben, je peux vous dire que j'en ai chié. Alors que c'est tout con, mais juste l'éclaté technique ne m'a pas du tout aidé. Il est certes présent sur la notice, mais il est à chier. Bon, vous verrez peut-être pas grand chose, mais il n'y a pas les axes, il n'y a pas les vis. C'est dommage. Donc on sait pas trop comment ça tient. À l'avant, ici, on peut voir qu'il y a une partie qui se détache. Cette partie, elle ne se détache pas vraiment, en fait, elle est soudée. Donc ouais, j'étais à deux doigts de faire sauter les soudures à l'avant. Mais bon, finalement, après avoir démonté l'avant, j'ai pris une pince, j'ai tourné le canon externe et il s'est décoincé enfin. Ce qui fait que j'ai pu changer le passage de sangle puisqu'il est accroché par une vis qu'il n'est pas possible d'enlever si le canon externe est encore là. Bon, si jamais vous démontez la partie arrière, je vais vous expliquer brièvement comment on fait pour la remonter correctement. En fait, il va falloir remonter l'intégralité de la partie ici, arrière, avec le capot, les deux tiges guides, les ressorts mis en place. Vous allez bloquer avec votre main la partie arrière qui vient bloquer les deux tiges guides. Et donc toute cette partie-là, après, vous allez l'insérer par-dessus l'existant en vous démerdant pour relâcher le plus tard possible la plaque qui est ici soumise à la pression des deux ressorts. Et voilà, là je vous parle de problèmes que j'ai eu par ignorance en fait, parce que c'est ça l'inconvénient d'avoir un des premiers exemplaires, il n'y a pas encore du tuto. Donc les problèmes, je les ai tout seul et je les résous tout seul. On a 1 cm de différence en longueur sur cette réplique par rapport à la vraie. Pourquoi? La différence se trouve au niveau de la plaque de couche. J'y reviendrai plus tard, il y a une bonne raison pour ça. Au niveau du poids, nous sommes à 3,8 kg lorsque la vraie fait 4,2 kg à vide. La différence, on la sent pas, c'est lourd, tout simplement. C'est quand même assez rare d'avoir des répliques qui font 4 kg. Là, vous vous rendez pas compte, mais en fait, j'ai déjà mal au bras depuis le début de cette vidéo. J'apprécie le réalisme, par contre, à la fin de la journée, vous allez un petit peu moins apprécier. La réplique aura 2 petits leviers non réalistes, mais absolument nécessaires et indispensables. À droite, nous avons le levier de sûreté, qui sera engagé vers l'avant, désengagé une fois que c'est mis à l'arrière, et le sélecteur de tir qui n'existait pas sur la vraie sera sur le côté gauche, avec le semi devant et le full auto
vers l'arrière. Alors certains voudront enlever ces deux leviers, moi je ne vous conseille pas. S'ils sont là, c'est pas pour rien, et en plus nous avons carrément des trous dans le bois, donc si vous les enlevez, il va falloir reboucher ces trous dans le bois, ce qui peut être un petit peu galère. Puis en plus comme ça vous permet, si vous avez des environnements bloqués en semi-automatique, de pouvoir l'utiliser. Je parlais de la plaque de couche, celle-ci est pivotante, comme sur la Thomson M1A1 de chez Tokyo Marui et compagnie. Elle pivote comme ça, elle est montée sur un ressort, avec une vis, à savoir que la vis du dessus est complètement factice, donc ne vous faites pas avoir. Cette vis, elle tourne dans le vide, comme le cerveau de certaines personnes. Oh la vache, comment ça clash! Eh mais mec, reprends ton Lexomil, t'es pas là pour ça. Pour ouvrir le capot et accéder au bloc hop-up qui se trouve ici, il va falloir non pas juste tirer comme ça, parce que ici on sent que ça bloque un peu, il va falloir tirer vers l'extérieur pour pouvoir ouvrir ça correctement. C'est le petit coup de main à prendre. Bon après, ça servira pas à grand chose, hein. Et hélas, il ne sera pas possible de pouvoir mettre la sûreté en mode réaliste. En effet, ça ne bascule pas vers le haut. Et ceci à cause des deux tige guides que nous avons à l'intérieur. Sur les marquages, nous en avons plusieurs qui sont tous réalistes. Sauf un détail, ici TG 848, alors qu'en vrai, le marquage était différent. Après, peut-être que c'est volontaire, hein, ou alors c'est qu'il y a d'autres versions qui ont existé. Là, je sais pas, mystère. Sur le côté gauche, nous avons un Theodor Bergman, blablabla, Waffenbau. Ils sont bien beaux les marquages, mais on les voit quasiment pas. En fait, ils étaient gravés plus dans la peinture qu'autre chose. Comme j'ai enlevé la peinture, on les voit plus. Et sur le dessus, nous avons MP.18.1, système Schmeisser, avec le R pour Reichswehr peut-être, et une couronne. Par contre, il manque quelques marquages, un gros S pour Sicherheit pour la sécurité, et je ne le rajouterai pas parce que c'est pas du tout le bon marquage que j'ai. Et enfin, le numéro de série que j'ai rajouté sur le dessus ici, sur le levé d'armement, et sur la partie en dessous ici. Et j'ai également rajouté le 1920 ici, qui a priori était rajouté au moment de la modification du chargeur en 1920. Après j'ai vu ça sur une seule source, donc je suis pas sûr à 100%. Si vous en savez plus, bah n'hésitez pas à me contacter. La réplique sera livrée avec un chargeur de 180 billes, c'est du mid-cap et il n'y a pas de molette, ça c'est bien. Avec un bébé loader, une bretelle moche qu'il faudra jeter, et un sachet de billes qu'il faudra jeter également. La Gearbox sera une version 2. Voilà, petite info que certains vont apprécier, mais moi honnêtement je m'en fous. Tant que ça marche, je démonte pas. Si vous voulez faire le test de l'aimant, vous serez agréablement surpris. Presque tout est aimanté. Voilà. Là c'est du Zamac. Dessous aussi. En gros le corps ici est aimanté. Le chargeur l'est aussi. Après ça veut pas dire que c'est de l'acier. C'est juste des parties ferreuses. La plaque de couche est aimantée également. Donc l'aluminium black, comme vous pouvez le voir ici, accroche plutôt pas mal. La crosse est en très bon bois, elle est lourde. C'est un excellent travail que Snowwolf a fait avec une excellente finition. Là, je vous jure, je n'ai strictement rien touché, c'est d'origine. Et je ne toucherai pas, parce qu'elle est vraiment magnifique. C'est un des plus beaux bois que j'ai eu l'occasion de voir en sortie de boîte. Bravo. La hausse basculante est bien reproduite, 100-200 mètres, pour nous ça sert strictement à rien évidemment. Et le bouton du chargeur est gros, très gros, trop gros, donc faites attention avec ce bouton là qui peut éventuellement taper sur votre équipement si vous la portez à la bretelle. Ce serait dommage de perdre ces chargeurs, parce que les chargeurs comme ça en plus ça court pas les rues. Qui a déjà vu un chargeur courir les rues? C'est pas possible, ou alors il faut avoir du LSD. Pour la bretelle, j'ai eu un petit peu de mal à trouver ce qui pouvait convenir. Évidemment une bretelle de MP40 peut être adaptée pour cette réplique, si vous avez ça en stock par exemple, mais pourquoi une bretelle de MP3840 se retrouverait sur une MP18 modifiée 20? J'ai vu qu'il y avait un magasin à Hong Kong qui vendait cette réplique, qui avait mis une bretelle de MG42/FG42. Là aussi, ça me choque un peu. C'est déjà un petit peu mieux que MP40, parce que MG42 reprend la bretelle de MG34. Mais réfléchissons juste 2 secondes, et c'est ce genre de photo qui m'a mis l'anus à l'oreille. Ce système de fixation-là est spécifique pour le Gewehr 98. C'est donc une bretelle de Gewehr 98 que j'ai pu installer là-dessus. Par contre, j'avoue que j'en ai chié ici, là, pour l'adaptation, parce que le passant d'origine que nous avons, il y a un axe qui le maintient au milieu. L'axe, il est impossible à enlever. Il a donc fallu que j'y aille à la bourrin, c'est-à-dire au chasse-goupilles, mais pas par le dessus, par le côté, pour pouvoir baiser
la goupille qu'il y avait. Donc je l'ai cassé. Et ensuite j'ai recreusé le trou puisque le diamètre du trou d'origine n'était pas bon pour le système de fixation ici. Et comme ça, enfin, j'ai pu mettre cette putain de sangle qu'il a. On sent qu'elle a une résistance. Elle ne bouge pas librement parce que le bois ici est en train de se faire, tout simplement. Par contre, faites attention au moment où vous resserrez là pour pas casser la fixation qui est en zamac. Les chargeurs supplémentaires pourront se trouver entre 20 et 30 $, suivant là où vous le trouverez, et ils passent sans aucun problème dans les porte-chargeurs de MP40. Au niveau du traitement, je vais d'abord commencer par décaper juste les arêtes en me disant je rebronzerai ça. Finalement, ça donnait un rendu pas terrible, voire même moche. Du coup, j'ai tout décapé et j'ai tout rebronzé. Voilà, j'ai passé une après-midi complète pour pouvoir décaper ça. Le bronzage ne me satisfait pas complètement, mais bon, c'est pas grave, c'est une vieille arme, on va dire. Nous sommes ici dans les années fin années 30, début 40, donc cette arme a 20 ans. Moi, finalement, ça me choque pas tellement d'avoir un bronzage qui est un petit peu abîmé. Mais bon, après, c'est vraiment parce que je suis perfectionniste. N'importe qui voit ça là maintenant va se dire que c'est joli. Et ça l'est, finalement. Mais c'est juste que je suis un enculeur de mouches. Oh non! En tout cas, je peux vous garantir que la peinture d'origine, elle tenait vachement bien. Surtout sur la partie avant, qui est la plus chiante à décaper, là. Pour conclure, on s'approche des répliques Première Guerre. Mais on n'y est pas encore, puisque celle-là date de 1920. Ce serait sympa que Snowwolf nous sorte un kit pour pouvoir utiliser des chargeurs de Luger. Oui, parce que évidemment, Speedless Cargo de chez WE, là, il n'est pas compatible, hein, c'est pour du gaz. Mais de pouvoir adapter ça en version AEG, là, ce serait carrément utilisable pour la fin du conflit Première Guerre. Donc Snowwolf, si tu entends cet appel, il y a juste cette pièce-là à changer. À savoir qu'une conversion en MP28 pourrait être possible. Pour ça, il va falloir faire un trou dans la crosse pour pouvoir rajouter une pièce qui sera le sélecteur de tir, premièrement. Deuxièmement, changer les marquages. Et troisièmement, changer la hausse qui deviendra une hausse réglable, comme une hausse de Moser en fait, et pas la hausse qui sera ensuite réutilisée pour le MP40. Voici ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore Sweet Airsoft pour son soutien, sans qui cette vidéo, je le répète, n'aurait pas été possible. Allez voir leur site web, c'est super important. Allez. En semi. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos d'Airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut! Sie müssen im Haus bleiben.